Monsieur Youssef Indy, cher frère Buffet, chers spectateurs, toutes et tous, on va parler quelques minutes quand même d'un sujet qui n'est pas neutre, celui de Monsieur Trump. Nous sommes au 3e mois de sa mandature. C'est un peu chaotique, c'est surtout peu prédictible, encore que il faudrait savoir qui donne véritablement les ordres dans le dos de M. Trump, qui tire les ficelles et quelle est la stratégie du Pentagone. Alors les derniers faits, je demande chose extraordinaire que n'a pas relevé la presse. On se demande bien pourquoi. Ça apparaissait sur les écrans de télévision, mais en bandeau en bas. Ça défile. Monsieur Trump a déclaré qu'il serait prêt à rencontrer, si les circonstances le permettaient, Monsieur Kim Jong-un, donc le super dictateur de la Corée du Nord. Enfin, je dis super, c'est un tout petit pays, la Corée du Nord. C'est la Suisse communiste, la Suisse du communisme. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs que M. Kim Jong-un a fait ses études en Suisse, République helvétique. Et d'ailleurs, professant une certaine admiration pour à la fois la personne et les réalisations, puisque depuis que M. Kim Jong-un est arrivé, le pays se porte mieux, on mange mieux, il y a un développement notable qui se fait jour, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Pyongyang ce qui appartient à Pyongyang. Un commentaire déjà sur cette sortie, on va pas dire cette sortie quand même assez extraordinaire, même si le porte-parole de la Maison Blanche s'est cru obligé de corriger en disant si les circonstances le permettent, donc nous n'en sommes pas encore là. Alors déjà, première remarque, premier constat, il vaut mieux lorsqu'on fait partie de l'axe du mal être un pays nucléarisé, il vaut mieux avoir des bombes atomiques et être absolument radical sur les positions géopolitiques, parce que on n'a pas entendu M. Trump proposer à Bachar el-Assad de le rencontrer, vous voyez, ni Barack Obama, ni personne d'autre. On voit que même si ça reste verbal, l'agressivité défensive, si je puis dire, de la Corée du Nord oblige quand même les Américains à prendre certaines précautions. Maintenant, pour ce qui est de Donald Trump plus spécifiquement, je pense qu'il ne lui reste plus de marge de manœuvre diplomatique et politique véritable, et je pense que c'est un gros coup de communication que d'annoncer qu'il serait prêt à rencontrer Kim Jong-un. Enfin, ça fait flop puisque personne n'a repris la chose. Alors en fait, ça a déconcerté tout le monde. Il lui reste plus que ça en fait à Donald Trump. Oui, faire des annonces. Il a d'ailleurs proposé aussi à Duterte de venir à Washington pour le rencontrer. Vous savez, Duterte, c'est cet homme extraordinaire qui flinguait les trafiquants de drogue. Les trafiquants de drogue quand il était maire, et qui avait organisé des commandos de la mort qui ont nettoyé un peu les rues de Manille, c'est Manille, mais c'est un très très vilain bonhomme parce qu'il ne respecte pas les droits de l'homme. Oui, alors pareil, on a dit que, je ne sais plus si c'est le porte-parole ou de la Maison Blanche qui a dit que ce n'était pas pour faire honneur à Duterte qu'il le recevait. Alors là, ça paraît quand même plus clair pour ce qui est de Duterte, puisqu'on sait que les Philippines historiquement sont liées, d'ailleurs ils le sont toujours, aux États-Unis, que Duterte, il y a quelques mois, a annoncé un revirement sur le plan des alliances. Avant, je vous coupe, Youssef, avant même le Brexit, avant même le coup de tonnerre Trump, la première rupture, mais on ne s'intéresse pas, c'est curieux, nous ici en Occident et en Europe, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Mais la grande rupture au sein du système mondial et mondialiste, c'est Duterte. Exactement, il avait annoncé qu'il concluait une alliance avec la Chine et avec la Russie, et que le divorce avec les États-Unis serait consommé. Maintenant, dans une stratégie plus générale, plus globale, qui consiste à, d'un côté, procéder à une contention, continuer la contention géostratégique vis-à-vis de la Chine. Donc d'un côté on fait du containment contre la Chine, et de l'autre on essaye de retourner Duterte qui s'est rapproché de la Chine, et pour le ramener dans le giron américain. Alors, je pense que c'est... Alors, il y a deux points sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est le désarmement.
On a vu qu'en 2013, Bachar el-Assad, sous la pression internationale, et après des opérations, la Ghouta orientale, de soi-disant gazage des populations. Je dis soi-disant, parce que rien n'a jamais été établi. Aucun rapport n'est ferme, définitif. S'est débarrassé de ces armes chimiques qui étaient son instrument de dissuasion face à Israël. Et on voit que depuis, Israël bombarde régulièrement, discrètement mais régulièrement, le territoire syrien. Les Russes ne disent rien parce que je pense qu'ils ne peuvent rien dire, surtout pas. Récemment, c'était un bombardement sur l'aéroport ou à proximité de l'aéroport de Damas, ce qui ne se fait pas, alors que, bien sûr, il y a un état de belligérance qui date depuis 1948 entre la Syrie et Israël, qui n'a jamais été éteint, aboli, supprimé. L'état de belligérance est toujours là. Ceci étant dit, est-ce que ça autorise à aller bombarder le voisin comme cela? Alors, un exemple plus intéressant encore sur le désarmement, c'est en 2003, on demande les Nations Unies, luttant contre les armes de destruction massive de M. Saddam Hussein, lui demande de détruire tous ces missiles à courte portée. Courte portée, c'est 120 km. Or, les missiles de Saddam Hussein allaient jusqu'à 130 km. Excusez du peu, à 130 au lieu de 120. Donc, de façon très spectaculaire, M. Saddam Hussein détruit tous ces missiles à courte portée. Ça peut causer des dégâts, ce genre d'engin. 3 semaines après, la guerre était déclenchée. 3 semaines après. L'Iran, pendant longtemps, a tenu bon, a compris qu'un programme nucléaire, même exclusivement civil, mais qui permettrait, comme le Japon, peut-être de passer au nucléaire militaire en l'espace de quelques mois, donc d'emmagasiner des matières fissiles, de l'uranium 235 ou du plutonium. C'était non pas dans une vocation offensive, comme on l'a dit, ressassé, dit la menace nucléaire iranienne, mais simplement pour sanctuariser le territoire et pour dissuader ses ennemis d'avoir des velléités un peu trop belliqueuses. Alors, la bombe de la GBU 43, oui, 43 je crois. La mère de toutes les bombes. Oui, soi-disant. Mais enfin, il y avait déjà ce type de bombes ont été utilisées en 1991 pour détruire les fuyards du Koweït. C'était peut-être pas exactement le même modèle, c'était un GBU, ce qu'on appelait Air Fuel Bomb, une bombe à dépression qui cramait l'oxygène. Et on voit, tout le monde peut aller chercher les images de l'autoroute de la mort, c'est assez hallucinant. On voit des centaines, voire des milliers de véhicules entièrement cramés avec leur conducteur. Donc on appelait ça la raseuse de pâquerettes. Donc c'est pas du tout une nouveauté, hein. Ça existe depuis bien longtemps. Simplement là on a fait évoluer le concept, si je puis dire, qu'on largue sur des tunnels là-bas au cœur de l'Hindoukouche, soi-disant les talibans. La guerre est close depuis 2014, le 31 décembre 2014 si je me souviens bien. La guerre est terminée. Hein, on a fait 13 années de guerre pour rien, puisque maintenant on est obligé de larguer des bombes. Bon, il faut bien comprendre que ce largage était un avertissement à la Corée du Nord. Mais, je reviens à ce que vous disiez, c'est par le truchement de la Corée du Nord, c'est à la Chine que cet avertissement est envoyé. Bien sûr, toute cette agitation politique, géopolitique, pas diplomatique, puisque pour l'instant il n'y a pas eu de contact diplomatique, ça vise directement la Chine. C'est dans cette stratégie dont j'ai parlé de contention de la Chine. Et d'ailleurs, Donald Trump a... Et de l'espace eurasiatique. Oui, bien sûr. Donc il a déclaré, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre à la Maison-Blanche, a déclaré qu'il allait s'appuyer sur la Chine pour convaincre, pour faire pression sur la Corée du Nord pour qu'il se calme. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire se calmer, puisque la Corée du Nord, jusqu'à preuve du contraire, n'a agressé personne, n'a déclaré de guerre contre personne. Ils sont sur une position défensive. Ils font des déclarations. Oui, ils font des déclarations verbales, mais parfois un peu inquiétantes. Oui. Enfin, il y a une sorte de rhétorique comme autrefois il y avait dans le monde arabe. Je ne pense pas qu'il faille prendre tout à fait au pied de la lettre. Et donc cette invitation envoyée à Duterte est à inscrire dans cette pression contre la Chine via la Corée du Nord, puisqu'ils ont déclaré aux États-Unis que c'était dans le cadre de la crise coréenne que
il voulait inviter Duterte. En réalité, bien sûr, c'est la Chine qui est visée et il cherche à éloigner le maximum de puissance régionale de la Chine. Et la Chine s'y est pas trompée, qui a fait des déclarations extrêmement précises, mais là aussi, peut-être faut-il lire les bandeaux qui défilent à toute vitesse en bas des écrans de télévision sur LCI, BFM ou je sais pas quoi, ou France 24. La Chine a compris qu'elle était visée directement et elle a répondu diplomatiquement en disant qu'il fallait arrêter peut-être l'escalade de ce côté-là. Alors on sait qu'il y a une petite armada, un petit porte-avions petits, donc ils sont toujours très gros, qui patrouillent dans le coin, mais Trump ne l'a pas envoyé spécialement. Cette petite flotte de guerre, les 2 destroyers, le porte-avions et compagnie, les ravitailleurs, les bâtiments outils, dont on ne dit pas ça comme ça, les ateliers, voilà, les bâtiments ateliers, sont déjà en mer de Chine, tournicotent là-bas, ils font des ronds dans la flotte, mais c'est malgré tout... La France aussi a envoyé un navire au Japon. Oui, mais c'est malgré tout des signes négatifs qui s'accumulent. Alors, il faut regarder au Proche-Orient. D'ailleurs, on a vu que le Hamas met un peu d'eau dans son vin, puisqu'il reconnaît à Israël les frontières de 67, mais Israël ne reconnaît pas les frontières de 67. Là, je suis passé du coq à l'âne. Mais on sent que au moment où il y a une volonté, peut-être, c'est à la veille d'ailleurs d'un déplacement de Abbas à Washington, on essaye peut-être de calmer un peu le jeu, puisqu'apparemment au Levant les choses évoluent, en dépit des missiles de croisière qui ont été tirés, 61 au total, 2 ont fait long feu, 59 sont sortis de leur bouche à feu, mais en fait 23 sont arrivés, alors sont perdus les 36 autres, peut-être se sont-ils abîmés en mer, les soviétiques, les Russes ont désactivé leur c'était SS au départ, leur S-300 et leur S-400 qui sont des systèmes automatiques qui n'ont pas besoin de commandement humain, c'est comme les algorithmes à la bourse de New York, c'est la même chose, qui partent tout seuls. Alors, ont-ils mis en œuvre des contre-mesures de brouillage qui ont fait que ces fameux missiles à presque 1 million de pièces, presque 1 million, 975 000 $ se sont abîmés en mer, c'est possible, on ne sait pas, ou alors toute cette opération n'est-elle qu'une vaste mise en scène, destinée d'ailleurs à reprendre la main pour Trump, mais là on est dans l'hypothèse paranoïaque, pour reprendre la main, il l'a fait effectivement, reprendre la main face aux néoconservateurs, aux démocrates, à tous les va-t-en-guerre clintoniens, où y a-t-il eu un accord préalable? En tout cas, les Russes ont été prévenus. Certains disent 20 minutes, les autres disent 90 minutes. Les missiles restants, les 23, ont frappé une base vide, n'ont détruit que des MiG hors d'usage, dans des silos, n'ont pas touché la piste d'envol, à telle enseigne que dès le lendemain matin, les opérations de bombardement depuis cette base aérienne reprenaient contre les forces de Daesh. Alors, y a-t-il une entente russo-américaine jusqu'à un certain point, puisque là apparemment le consensus opérationnel a volé en éclats. Les Russes ont bien mis les points sur les i en disant qu'il n'y aurait pas de seconde expérience de ce type. Toujours est-il, puisque nous parlions tout à l'heure des effets d'annonce de M. Trump, mais peut-on diriger une politique internationale avec des effets d'annonce? La tension redouble, s'accroît en Asie, et c'est là où nos yeux et nos regards doivent se porter, sachant est-ce que M. Macron sera capable de gérer une crise à échelle mondiale, et encore moins peut-être Madame Le Pen. Mais ni l'un ni l'autre. Ni. On peut terminer là-dessus. Merci Youssef, merci à vous les frères Buffet, merci à toutes et à tous, et on se dit à très bientôt, peut-être à la semaine prochaine, si Dieu le veut.